Aujourd'hui, je vous présente tout ce qu'il y a à savoir pour bien investir dans les propriétés à revenus et comprendre comment calculer la rentabilité. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer un outil totalement gratuit qui va vraiment vous aider et faciliter l'analyse des propriétés que vous allez acheter dans votre parcours. Donc, manquez pas ça à la fin parce que je pense que c'est un game changer comme outil. Avant même de parler de mathématiques et formules, des chiffres et tout ça, je pense que c'est toujours bon de faire un petit survol sur les bases de l'investissement. On va parler de votre profil d'investisseur, des types de propriétés qu'on veut acheter et la durée de location qu'on peut en faire. Pour le profil d'investisseur, il y a deux profils d'investisseurs qu'on retrouve le plus souvent. Donc, soit que vous êtes propriétaire occupant ou soit que vous êtes investisseur tout court. Donc, il y a des différences entre les deux, dépendamment de quel que vous allez choisir dans votre parcours. Donc, pour le propriétaire occupant, une des bonnes choses, c'est qu'on peut mettre moins de 20% en mise de fonds pour faire l'achat de la propriété. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour des duplex, vous pouvez mettre moins de 20% jusqu'à un minimum de 5% si le prix du duplex le permet. Sinon, à partir d'un triplex et plus, il faut mettre 10% minimum de mise de fonds. Alors qu'un investisseur va devoir mettre 20% de mise de fonds parce que la personne n'a pas l'intention d'y habiter dans cette plex-là. Donc, là, on va me demander, on me demande souvent, là, on me demande souvent, OK, ben, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de logement libre? Donc, disons un duplex ou un triplex, tous les trois unités sont louées. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là si je veux être propriétaire occupant? Ben, en autant que vous pouvez prouver à la banque que vous avez l'intention d'habiter cet immeuble-là, à ce moment-ci, ben, vous pouvez être éligible pour mettre le moins de 20% de mise de fonds. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il est temps de renouveler, vous avez un certain fenêtre de temps pour entamer les procédures de reprise d'un des logements. Et puis, vous pouvez faire ça de cette façon-là pour aller habiter dedans un petit peu plus tard si il n'y a aucun logement de disponible. Donc, ça, c'est une des premières différences. L'autre différence, c'est que en ce qui concerne le gain en capital, donc le gain en capital, c'est quoi? Le gain en capital, ça, c'est un impôt qu'on paye au gouvernement à la vente de la propriété. Lorsque vous le vendez, vous allez devoir payer un certain montant d'impôt à la vente parce que dites-vous que quand vous achetez une propriété à revenu, c'est comme un business. Vous recevez du revenu de ce business-là, donc il faut déclarer et payer des impôts, déclarer les revenus et payer des impôts en fonction de ça. Donc le gain en capital, c'est un certain impôt, un certain montant d'impôt que vous allez devoir remettre au gouvernement. Donc la différence entre un propriétaire occupant et investisseur, c'est quoi? C'est que quand vous êtes propriétaire occupant, vous allez être imposé seulement sur la partie que vous n'occupez pas. Donc, ça veut dire si vous avez acheté un triplex puis et que vous occupez un des unités, donc le gain de capital sera appliqué sur le 2 tiers des logements ou de votre montant que vous devez remettre. Alors qu'un investisseur, cette personne-là va se faire appliquer le gain en capital complet parce que la personne n'habite pas dans l'immeuble. Donc ça, c'est une différence. Au niveau de la localisation, bien sûr, si vous êtes propriétaire occupant, idéalement, vous voulez être proche de vos activités, de votre travail, de votre famille ou quoi que ce soit. Mais un investisseur, la localisation, c'est peut-être un peu moins important. Donc, elle peut se permettre de investir ou acheter une propriété à 1 heure de Montréal, à 30 minutes de Montréal ou quoi que ce soit, en autant que c'est convenable. Et puis, si vous avez acheté, si vous allez acheter des plus gros immeubles avec plus de portes et tout ça, ben, peut-être que vous auriez une compagnie de gestion pour gérer
l'immeuble et les locataires et tout ça. Donc, la localisation, c'est quelque chose quand même important à considérer dans le profil de l'investisseur. Et puis, en tant qu'investisseur investisseur pur et dur, donc vous n'habitez pas dans l'immeuble, vous avez d'autres options aussi. Donc, vous pouvez acheter sous une compagnie. Donc, si vous avez un business à votre nom, euh, vous êtes travailleur autonome, vous êtes consultant ou quoi que ce soit, ou vous avez un business de construction, mais vous pouvez acheter l'immeuble sous votre compagnie incorporée. C'est sûr que c'est des procédés qui sont assez complexes et tout. Donc, qu'est-ce qu'on recommande souvent, c'est vraiment d'avoir un réseau de professionnels dans votre base de données des contacts, parce que dans ces cas-ci, un fiscaliste, un comptable seraient des professionnels qui seraient vraiment importants d'avoir à côté de vous pour vous guider, conseiller, supporter dans la mise en place de ces structures fiscales et tout ça. Alors, puis si jamais vous travaillez avec nous, nous, comme courtier immobilier, on a accès à plusieurs professionnels. On a déjà travaillé avec ces professionnels-là, donc on est capable de vous référer à des professionnels aux besoins et tout ça, là. Donc, mais négligez pas le fait que vous avez besoin des professionnels dans votre liste de contacts pour euh, aller à travers ces démarches-là. Vous pouvez aussi acheter en groupe, donc c'est ça le fameux terme co-buy que vous voyez sur l'écran. Donc, si vous achetez en groupe, ça veut dire c'est des gens qui n'ont pas assez de mise de fonds qui vont se mettre ensemble. Donc, votre cousin, votre frère et soeur, vos parents ou vos amis de longue date, vous pouvez acheter ensemble pour investir dans un immeuble. Et encore une fois, si vous achetez ensemble, euh, automatiquement, vous allez être considérés comme des investisseurs. Euh, à moins que vous achetez avec votre conjoint ou conjointe. À ce moment-là, là, vous pouvez être propriétaire occupant, mais si vous achetez avec quelqu'un qui n'est pas dans votre famille immédiate, donc à ce point-ci, les banques vont vous considérer comme des investisseurs et vous devez mettre 20% de mise de fonds et ou plus. Donc, ça, c'est un autre des différences entre un propriétaire occupant et des investisseurs. Au niveau des types de propriétés que vous pouvez acheter, donc c'est pas juste les plex, bien sûr, vous pouvez acheter un condo, une maison aussi, ça peut se louer, et bien sûr les plex. Dans les condos, il y a aussi de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit apparaître, c'est des condos-hôtels. Donc c'est des condos plus des hôtels dans le fond. Puis ces types de propriétés sont gérés pour vous. Donc, il y a un gestionnaire de propriété sur place et c'est cette gestionnaire de propriété qui prend en charge pour trouver des locataires, puis gérer l'immeuble, faire le nettoyage et tout ça. Donc, souvent, on parle de location court terme dans les condos hôtels. Donc, c'est sûr que dans votre calcul de rentabilité, ça, c'est des frais qui vont venir impacter votre rentabilité. Donc, pour des condos, c'est des frais de condo qui vont diminuer votre profit. Puis les condos hôtels, ça va être des frais de condo et des frais de gestion ou juste des frais de gestion tout court qui incluent les frais de condo et tout ça, là. Mais c'est sûr que c'est à considérer. Est-ce que c'est rentable? C'est pas une réponse simple pour dire non, c'est pas rentable. Il faut vraiment calculer les chiffres et tout ça pour voir est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous d'après vos besoins et vos intérêts aussi. Parce qu'un compte d'hôtel, vous pouvez aller l'utiliser comme vous voulez euh, dans votre année. Et puis le reste de l'année, ben, c'est géré, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous faites, c'est de payer des frais de gestion, mais que c'est quand même un type de propriété qui est intéressant, qui existe pour faire la location. Les maisons, ça peut se louer aussi. C'est sûr que les maisons, c'est c'est un logement, donc, et c'est des plus gros logements, donc un sous-sol, un deuxième étage des fois, quatre chambres avec un cour arrière et tout ça, avec un garage des fois, avec une piscine peut-être. Donc, c'est sûr que le pool de gens qui peuvent se permettre de louer une maison, c'est quand même plus restreint
que s'il y avait des logements de différentes grandeurs et tout. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ben, ils prennent des maisons qui ont besoin de rénovation et puis ils les rénovent. Donc, ils les transforment aussi des fois. Donc, on appelle ça des flips immobiliers. Puis, au lieu de les vendre, ben, ils peuvent faire de la location avec si la vente ne serait pas rentable, par exemple. Donc, si vous avez dans votre réseau des contracteurs, des menuisiers, des professionnels qui peuvent vous aider à faire des rénovations, ben, bien sûr, vous pouvez acheter des maisons ou des propriétés qui ont besoin de l'amour pour les rénover. Donc souvent, ces propriétés-là, vous allez acheter ça à des prix réduits. Donc c'est quand même intéressant. Puis là, après, vous le rénovez dans les 3 à 6 mois après l'achat. Et puis après ça, vous pouvez faire de la location avec aussi. Et bien sûr, il y a des chalets qu'on peut faire de la location. Des chalets, on peut faire de la location quand même facilement. C'est un produit, c'est un propriété, type de propriété qui est de plus en plus disponible sur le marché. Il y a beaucoup de constructions de chalets aussi qui se font dans les terrains et tout ça. Donc, c'est des types de propriétés qui est quand même intéressant. Pour ce qui est de la durée de location, donc, on a deux choix. Donc, soit qu'on peut louer pour du long terme, donc 12 mois et plus, avec un bail et tout ça, ou on peut faire de la location court terme. Donc, court terme défini au Québec, là, c'est vraiment une location de moins de 31 jours à la fois. Donc, on va retrouver ça dans les chalets locatifs plus souvent. Donc, vous pouvez louer ça sur Airbnb, hotels.com, booking.com et tout ça. Euh, et puis, comme ça, ben, vous pouvez gérer cet investissement-là un peu différemment que la location long terme. Donc, en ce qui concerne cette présentation que je vous fais aujourd'hui, on n'en tiendra pas compte vraiment de ces éléments-là de location de court terme parce que c'est des calculs un peu plus complexes. Il faut aussi euh, considérer les règlements municipaux quand on veut faire de la location court terme. Donc, il y a beaucoup de villes qui ne permettent pas ça, qui ne donnent pas des permis pour en faire. Euh, et puis, donc, c'est des éléments un peu plus complexes. Donc, si jamais vous voulez en faire, on en a fait avec nos clients, donc ça nous ferait plaisir de vous répondre individuellement. Mais par contre, dans cette présentation-là, on n'en tiendra pas compte des calculs pour les locations court terme, ainsi que des flips pour faire la location ou pour les vendre. Il y a d'autres mesures qui se rajoutent dans les mathématiques et tout ça. Puis une des mesures qu'on retrouve dans ce type de projet, c'est le ARV en anglais, donc le After Renovation Value. Donc c'est la valeur après rénovation. Donc ça, c'est des calculs qu'on ne va pas aborder dans cette présentation, mais je voulais juste quand même vous donner un aperçu que c'est des choses qui se font dans le marché et les gens aussi, ils recherchent ces types de produits-là. Alors, c'est possible d'en faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Ça fait le tour des bases de l'investissement, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire vraiment investir? Donc, on va regarder ça. Fait que, moi, je pense qu'il faut regarder trois choses quand on veut se lancer et faire l'action d'investir, autre que le calcul de rentabilité. Donc, il ne faut pas juste regarder le calcul de rentabilité, à mon avis. Donc, je vous présente à peu près trois choses qu'il faut bien comprendre quand vous allez vraiment faire l'action d'investir, puis vous êtes dedans, là. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut apprendre dans tout ça. Donc, je vous montre ça. Alors, premièrement, gestion de l'immeuble. Donc, il faut bien comprendre que quand vous achetez une propriété à revenu, c'est un immeuble qui a besoin de gestion. Mais qu'est-ce que ça veut dire gérer l'immeuble? Donc, je vous présente trois choses pour la gestion de l'immeuble. Alors, il faut que vous vous attendiez à faire des réparations et ou des rénovations qui seraient nécessaires pour bien garder l'immeuble en bon état. Donc, pour ça, vous avez nécessairement besoin d'un réseau d'entrepreneurs. Alors, le réseau d'entrepreneurs, ça se peut que, dépendamment de qui vous êtes, vous n'avez aucun réseau d'entrepreneurs.
au début de votre parcours. Et puis, c'est pour ça que au fil du temps, vous allez apprendre comment avoir un réseau. Et une des façons de le faire, c'est via un site web qui s'appelle renoassistance.ca. C'est Desjardins qui ont mis ce site web-là de l'avant. Et puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous donne 3-4 soumissions des contracteurs, des entrepreneurs généraux pour faire une rénovation, une réparation et tout ça. Et puis, la particularité avec renoassistance.ca versus les autres sites web qui existent de ce type, c'est que les jardins ont choisi, ont vété, ont bien choisi les contracteurs qui se retrouvent dans cette plateforme-là. Donc, Desjardins vous donne un certain garantie de qualité des contracteurs qui se retrouvent dans leur base de données. Donc, c'est des choses que vous allez apprendre à fur et à mesure, bien sûr. Puis, encore une fois, moi, j'ai aucun lien avec renoassistance.ca ni Desjardins. Je trouve juste que c'est un très bon site ou plateforme pour faire des soumissions et tout ça. Alors, c'est pour ça que je le présente ici. Encore une fois, un immeuble à revenu, c'est un business. Donc, vous voulez nécessairement optimiser les loyers. Optimiser le loyer, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que à chaque année, comme propriétaire, vous êtes capable, vous avez le droit d'augmenter vos loyers à un certain pourcentage que le tribunal administratif du logement, le TAL, vous donne accès. Donc, à une grille, vous obtenez un certain pourcentage à travers cette grille-là, puis ça vous donne le pourcentage d'augmentation. Donc, il faut vraiment, vraiment penser que si vous avez ce droit-là, il faut l'exercer absolument, parce que si vous ne l'exercez pas, si vous êtes là pour 100% pour la société et tout ça, ben, votre business ne va pas fonctionner. Donc, ça va avoir des impacts sur la vente plus tard, parce que ça ne vaudra pas plus qu'un immeuble qui est optimisé, euh, qui est votre voisin, par exemple. Donc, vous n'allez pas obtenir les mêmes montants à la vente parce que vous n'avez pas fait les étapes pour optimiser le loyer. Donc, comment on optimise les loyers? Bien sûr, il y a cette grille-là qui vous permet d'augmenter les loyers à chaque année. Mais aussi, euh, des fois, vous allez acheter un immeuble et puis les stationnements ne sont pas utilisés, par exemple. Donc, vous pouvez dire à vos locataires, ben écoutez, si vous voulez utiliser le stationnement, ça va être, je ne sais pas moi, 50 dollars de plus par mois. Donc ça, c'est une façon d'optimiser les loyers. Ou bien sinon, vous allez installer des cabanons pour chacun des appartements. Oui, ça va vous coûter peut-être, je sais pas moi, 300 à 600 dollars d'investissement, ou même plus, dépendamment du modèle de cabanon que vous choisissez. Mais vous avez un espace dans la cour arrière, ben, vous installez ces cabanons-là. Et puis là, vous dites, ben, OK, si vous voulez accès au cabanon, ben, ça va être 20 dollars de plus par mois, par exemple. Sinon, une façon que j'ai vu des investisseurs faire, c'est d'accepter les animaux. Donc, euh, si un locataire qui se présente, qui a un chat ou deux petits chiens ou quoi que ce soit, ben, pour que vous acceptiez ces locataires-là, vous pouvez leur dire, ben, OK, je vais vous charger 25 dollars de plus par mois pour pallier au nettoyage et tout ça si vous partez à la fin de votre bail et tout. Donc, ça, c'est des éléments qu'on peut faire pour optimiser les loyers. Puis, une autre façon d'optimiser les loyers, c'est cette compagnie Wi-Fi Plex, donc, ou Wi-Fi Plex, comme vous voulez le prononcer là. Mais c'est une compagnie qui vient dans votre immeuble et installe l'Internet pour tous les appartements. Et puis, comme ça, ben, vous pouvez dire à tous les locataires, ben, vous n'avez pas besoin de payer, je sais pas moi, 50, 70 dollars par mois individuellement. Je vous donne l'Internet. Cet Internet a une vitesse quand même assez raisonnable. Et puis, ben, vous allez payer 30 dollars de plus par mois sur votre loyer pour avoir accès à Internet et tout ça. Donc, dans le fond, vous incluez des services dans le loyer pour optimiser les loyers. Si jamais, par exemple,
vous louez un appartement tout meublé. Donc, tous les meubles sont là, le lit, le sofa, les électroménagers et tout ça. Ben, c'est sûr que vous pouvez demander un peu plus à vos locataires pour qu'ils aient accès à ces équipements et ces services-là aussi. Donc, ça, c'est un élément super important de bien comprendre que vous allez devoir gérer l'immeuble et faire ces réparations, optimisations, utiliser les réseaux et tout ça pour bien investir dans votre immeuble. Et puis, on m'a demandé souvent, ben OK, ça représente quoi comme coût ou dépense. Donc, il y a deux façons de voir la chose. Donc, soit que vous pouvez faire de l'autogestion, donc c'est vous qui gérez l'immeuble, donc avec votre budget personnel et tout ça. Donc, ça représente entre 10 à 15 des revenus, donc 10 à 15 des loyers que vous recevez à chaque mois. Vous le mettez de côté au cas où il y a une réparation ou quoi que ce soit à faire. Mais si jamais vous avez un gros bloc, un 6-plex, un 10-plex, un 20-plex, par exemple, puis vous avez aussi l'opportunité de faire affaire avec une compagnie externe, donc des gestionnaires d'immeubles. Et puis, eux, ils vont vous charger entre 5 à 25 des loyers, dépendamment des services qu'ils vous offrent. Donc, ça veut dire, il y a des gestionnaires d'immeubles qui peuvent dire, ben OK, moi, je m'occupe de trouver des locataires, de faire l'enquête de crédit, de les placer là, de donner les clés, tout ça. Mais tout ce qui est réparation à faire ou rénovation à faire, ben, je vous envoie la facture individuellement de chaque travaux qui était fait avec les contracteurs que eux ils travaillent avec d'habitude. Ou sinon, il y a d'autres gestionnaires d'immeubles qui vont dire, ben, c'est tout un clé en main que je vous donne comme service. Tout est inclus dans, je sais pas moi, 15% ou 20% des loyers. Donc, c'est à vous de choisir un peu comment vous avez procédé pour faire la gestion. Mais les coûts, c'est à peu près ça qu'on voit dans le marché, euh, dépendamment des services ou dépendamment des choses que vous allez devoir faire. D'accord? Donc, au niveau des gestion d'immeubles, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Maintenant, regardons le volet gestion des locataires. Donc, encore une fois, trois éléments à considérer pour bien comprendre que vous avez une certaine portion de vos activités pour faire la gestion de locataires. Puis pour faire ça, absolument, vous devez savoir tout ce qui se trouve sur le site du TAL ou de votre municipalité. Donc, tous les droits, tous les règlements que le TAL vous donne pour faire de la location, vous devez les savoir parce que de plus en plus, les locataires, ils savent tout. Donc, c'est quoi leurs droits et tout ça. Puis, si jamais vous ne faites pas les choses correctement, ils peuvent se retourner contre vous et vous amener à la cour et le juge va donner raison aux locataires parce qu'ils en savent plus que vous. Puis, vous, vous n'étiez pas capable de, de, d'éviter ça parce que vous n'avez pas pris connaissance des règlements et tout ça. Fait que super important de bien comprendre les règlements et les droits du TAL qui s'appliquent aux locataires, aux propriétaires et tous les formulaires qu'il y a pour communiquer avec le locataire et tout ça pour différents raisons, différents moments dans la période du bail et tout ça. Donc, c'est super important de comprendre tout ça. Ensuite, les enquêtes de crédit. Selon moi, c'est super important de faire des enquêtes de crédit pour savoir qui rentre, on va se le dire, c'est chez vous. Donc, vous ne voulez pas louer euh, l'appartement à peut-être n'importe qui parce que vous voulez avoir des locataires de qualité. Donc, nous, quand on fait des locations pour nos clients, ben, on utilise une application qui s'appelle Trusty. Donc, ça nous facilite vraiment la tâche de recevoir le rapport d'enquête de crédit de cette plateforme-là. On a l'option que c'est le potentiel locataire qui va payer les frais pour faire l'enquête de crédit. Donc, ils payent les frais pour leur propre enquête de crédit et puis ils peuvent l'utiliser pour le partager à plusieurs propriétaires à la fin. Donc, ça vient avec cette option-là. Donc, ça démontre aussi un sérieux de la part des potentiels locataires s'ils acceptent de payer
leur propre enquête de crédit et tout ça. Puis dans cette enquête de dans ce rapport-là, en fait, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez leur score de crédit, s'ils ont des dettes ou quoi que ce soit, donc leur portrait financier. Vous recevez aussi s'ils ont déjà eu des dossiers au TAL et c'était quoi les résultats de cet jugement-là. Donc, vous recevez tout ça. Et puis, quand une personne va au TAL, ben, c'est inscrit à vie. Donc, c'est pas quelque chose qui s'efface nécessairement. Donc, vous avez accès à ça pour bien prendre votre décision. Et puis, vous pouvez voir s'il y avait eu déjà des ouvertures de cas au nom des locataires pour non-paiement de loyer, par exemple. Donc, si ça, c'est des choses que vous voyez, c'est pas vraiment nécessairement à exclure le potentiel locataire d'emblée, si vous voyez ça dans le rapport, mais il y a une conversation qui peut se faire, right? Donc, par exemple, je vous donne un exemple d'un des cas qu'on a vécu avec un de nos clients. Donc, c'était revenu comme quoi qu'il y avait un dossier qui était ouvert pour non-paiement. Fait que j'ai demandé au potentiel locataire, mais c'est quoi cette mention-là au TAL? Ils ont dit, ben en fait, c'était une erreur administrative parce que le propriétaire avait essayé de prendre l'argent dans le mauvais compte parce que c'était un dépôt ou un paiement préautorisé qu'ils avaient l'entente avec le propriétaire. Donc, le propriétaire avait essayé de prendre l'argent dans le mauvais compte. Donc, puis là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appelé la compagnie de gestion immobilière qui gérait l'immeuble où ils habitaient dans le temps. Et puis, j'ai confirmé ça avec eux. Oui, c'est vrai que c'était une erreur de notre part, etc., etc., etc. Donc, mais quand même, ça vous donne accès à un rapport qui vous donne l'opportunité à avoir des conversations et voir si vous allez accepter ces personnes-là ou non. Donc, super important de faire l'enquête de crédit si vous n'en faites pas. Même si c'est votre famille qui va habiter là, un cousin, un ami ou quoi que ce soit, faites des enquêtes de crédit. Parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est un business. Regardez ça comme un business. Vous n'êtes pas là pour faire euh, avancer la société ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir un élément de cette nature-là, mais quand même, ne pas oublier que c'est un business que vous voulez. Et puis, vous voulez faire ça bien. Vous voulez protéger et gérer vos risques également. Et la troisième chose, c'est la gestion des baux. Donc, euh, les bails, les documents, c'est quelque chose de super important à bien comprendre qu'est-ce qui se trouve dans le bail, comment qu'on la remplit, c'est quoi les documents en annexe qu'on peut mettre, comme les règlements de l'immeuble, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou non. J'ai vu souvent des propriétaires inscrire que pour toute réparation, ben, le locataire est responsable pour jusqu'à peut-être 150 dollars. Si c'est en bas de ça, de ce montant-là, c'est aux frais du locataire. Mais si ça dépasse quelque chose qui doit être réparé, qui dépasse 150 dollars, mais à ce moment-là, c'est le propriétaire qui va s'en charger sans problème. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre en annexe comme règlement de la location. Mais il faut vraiment bien comprendre c'est quoi un bail, c'est quoi ce document-là, puis qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça contient, puis comment on doit le remplir. Surtout si c'est une construction neuve, donc vous avez acheté un condo neuf que vous voulez louer, c'est un duplex neuf que vous avez acheté que vous voulez louer, mais il y a comme un règlement qui dit dans les 5 premières années, vous pouvez augmenter le loyer comme vous semble, selon le marché et tout ça. Mais il y a une façon d'écrire ça dans le bail et c'est une façon très spécifique. Fait que si vous ne l'avez pas écrit de la bonne façon, le locataire peut retourner contre vous pour dire ben c'était pas rempli de la bonne façon, fait que ça s'applique pas dans le fond, si jamais vous allez au TAL et tout. Donc c'est ça. Fait que à considérer. Donc, on y arrive au calcul de la rentabilité tranquillement, mais je pense que c'est vraiment bien important de comprendre tous ces éléments-là quand on veut investir dans une propriété à revenu. Donc, enfin, la finance. Donc, c'est là que le calcul de rentabilité est. Mais avant de parler du calcul de rentabilité et qu'est-ce que ça contient,
Parlons des autres éléments que c'est important de bien apprendre et comprendre au niveau de la gestion des finances. Donc, première chose, bien sûr, votre mise de fonds. Il n'y a pas le choix au Québec, on doit mettre un mise de fonds minimum pour acheter une propriété. Donc, qu'est-ce qui est important par contre de comprendre pour la mise de fonds, c'est avant que vous achetez quoi que ce soit, il faut que vous ayez une lettre de préapprobation bancaire pour savoir c'est quoi votre capacité d'achat. Donc, sans ça, ça pourrait devenir plus difficile dans le processus quand vous allez faire des offres d'achat et tout. Les vendeurs, si vous n'avez pas de lettre de préapprobation, ça se peut qu'ils vous regardent comme ben, vous n'êtes pas sérieux, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont faire des offres avec des lettres de préapprobation euh, qui vont, euh, qui vont démontrer leur solvabilité, alors que vous n'avez pas de lettre. Donc, très, très important. Première étape avant tout achat, c'est d'avoir une préapprobation. Et encore une fois, quand vous travaillez avec nous, ben, on vous réfère à des professionnels, des courtiers hypothécaires ou même des spécialistes hypothécaires dans les banques individuelles là, qui existent. Donc, on vous envoie vers ces gens-là et puis ça prend peut-être au maximum 4 jours, 5 jours pour avoir une lettre de préapprobation. Puis ils vont tout faire pour bien calculer ça. Mais c'est très, très important de faire une préparation. Maintenant, votre mise de fonds, ça peut venir de où? Ça peut venir de plusieurs sources d'argent. Donc, bien sûr, ça peut venir de vos épargnes. Et c'est la source principale qu'on voit majoritairement. Ensuite de ça, oui, ça peut venir de vos investissements en crypto-monnaie. Donc, la façon que ça fonctionne ou ça fonctionnerait si vous voulez utiliser vos cryptos, c'est vraiment de le convertir en dollar canadien en premier, le laisser dans votre compte d'opération au compte chèque, là, dans le fond, pendant au moins 90 jours. Et ensuite de ça, ben, vous pouvez l'utiliser pour l'utiliser comme un mise de fonds. Euh, Bien sûr, il y a des impacts monétaires, là. Peut-être que vous allez payer certaines taxes ou quoi que ce soit, ou certains impôts pour l'avoir converti, pour l'avoir retiré de vos investissements. Mais c'est la bonne façon de le faire parce que il n'y a aucun notaire qui accepte de faire une transaction notariée avec de la crypto euh, directement en date d'aujourd'hui, bien sûr, mais c'est quelque chose de possible de faire. Puis aussi, il y a certaines banques, même si vous avez fait ça, même si vous avez converti vos cryptos en canadiens et tout ça, ça se peut qu'ils n'acceptent pas. Mais encore une fois, quand vous travaillez avec un courtier hypothécaire, euh, ben, il ou elle va savoir quelle banque qui accepte, quelle banque qui accepte pas et tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment important d'avoir les professionnels de votre côté pour vous guider à travers cette démarche-là. Ensuite, vous pouvez recevoir un don de la famille ou des amis ou des parents ou quoi que ce soit que vous pouvez utiliser comme mise de fonds. Bien sûr, vos CELI, votre CELI-app, les REER aussi, ça peut être utilisé comme mise de fonds si vous êtes éligible. Donc, si c'est votre premier achat, les REER ou le CELI-app, ça peut être quelque chose d'intéressant. Sinon, il y a toujours le CELI dans les autres cas. Et une dernière source de mise de fonds pourrait être une autre propriété. Donc, vous pouvez mettre en garantie votre maison que vous avez déjà. Donc, vous pouvez extraire ou retirer l'équité que vous avez accumulée sur cette propriété-là. Donc, il y a certaines banques qui le font, certaines autres banques qui ne le font pas, mais toutes les modalités, tout ça, c'est à découvrir avec votre courtier hypothécaire, encore une fois. Donc, dans ces cas-ci, il faut bien comprendre que c'est comme si c'était 100% hypothéqué, votre achat. Donc, nécessairement, ça va affecter votre rentabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'habitude, quand on prend une hypothèque, disons que le prix d'achat, c'est 500 000, ben, on met 5% de ça comme mise de fonds, comme argent comptant d'habitude. Donc, votre prêt hypothécaire, c'est le 500 000 moins la mise de fonds.
Donc, ça veut dire si vous avez mis 25 000 de mise de fonds, ben, votre hypothèque est vraiment 475 000 dollars. Alors que si vous prenez l'équité ou une collatérale sur une autre maison, c'est pas de l'argent liquide ou c'est pas de l'argent comptant que vous avez mis comme mise de fonds. C'est 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 comme si vous avez emprunté de l'argent euh, à partir de l'autre propriété que vous avez. Et puis cet emprunt-là, ben, nécessairement, il faudrait que vous la repayiez. Donc, par exemple, si vous prenez l'équité de votre maison, euh, les banques vont souvent vous donner ça en forme de marge de crédit. Donc, c'est une marge de crédit dans laquelle vous avez, on va dire, 25 000 et puis, vous utilisez cette montant-là pour acheter la deuxième propriété. Mais ce 25 000 $-là, c'est une marge de crédit. Donc, il faut la repayer. Donc, c'est une dépense, c'est une dette que vous avez à repayer. Et puis, il y a différentes formules, dans le fond, là, pour repayer cette dette-là. Donc, soit que vous payez seulement l'intérêt, pour votre terme hypothécaire, ou soit que vous payez un peu plus par mois pour enlever cette dette-là le plus tôt possible. Mais quand même, ça se rapproche du 100% hypothéqué parce que c'est comme si vous n'avez pas mis de mise de fonds réelle euh, pour acheter cette propriété revenu-là. Donc, c'est quelque chose à considérer, mais l'outil à la fin là, dont je vous ai parlé, ça va vous aider à un peu comprendre l'impact que ça a sur la rentabilité. Bon, ensuite, il faut que vous maîtrisez votre budget personnel. Donc, ce que je vous conseille, c'est de tenir un registre de tous les loyers que vous allez recevoir et aussi toutes les dépenses que vous allez faire. Parce qu'à la fin de l'année, vous allez devoir déclarer tout ça en plus de votre revenu d'emploi. Comme j'ai dit, c'est un business, donc vous recevez des revenus de votre business. Fait qu'il faut déclarer ces revenus-là et payer les impôts qui sont à payer en fonction de tout ça. Puis n'oubliez pas aussi que à la fin de l'année, ben, il faudrait que vous remettez le formulaire RL31 à vos locataires également. Donc, si vous n'êtes pas habitué à suivre vos finances, maintenir un budget, tout ça, ça va vraiment être un défi. Ça va être difficile au début, mais si vous avez la motivation, puis à force de le pratiquer, à force de le faire, vous allez sans doute vous retrouver dans tout ça. Et puis, on dit ça depuis le début, là, mais entourez-vous de professionnels comme un fiscaliste, un comptable et tout ça pour qu'ils puissent vous guider afin d'optimiser votre situation fiscale. Bien sûr, il y a des calculatrices en ligne qui vous donnent un aperçu et tout ça, mais ça égale pas au support que vous pouvez avoir des professionnels. Fait que des fois, on veut tout essayer de tout faire nous-mêmes pour sauver des coûts et tout ça, mais tous ces coûts-là, ben, vous pouvez les déduire dans votre revenu aussi parce que vous avez un business avec votre propriétaire revenu. Donc, prenez avantage des professionnels qui sont disponibles pour vous aider là-dedans. Donc, enfin, on est enfin rendu au calcul de rentabilité. Donc, pour bien comprendre comment calculer la rentabilité, je crois que, encore une fois, il faut regarder trois mesures. Donc, souvent, on va parler de cash flow. Cash flow, c'est quoi? C'est une mesure de voir est-ce que les loyers qu'on reçoit payent toutes les dépenses. Mais ce n'est pas le seul mesure qu'il faut voir, à mon avis. Il faut aussi regarder c'est quoi l'opportunité de faire du profit à la vente et aussi combien d'équité que nous avons pour faire d'autres achats. Donc, vous avez acheté un duplex, 5 ans plus tard, vous avez assez d'équité pour acheter un triplex sans mettre de mise de fonds et tout ça. Donc, c'est super important de considérer ces trois mesures-là pour dans votre calcul de rentabilité. Donc, c'est quoi les formules de chacun de ces mesures-là? Ben, cash flow, c'est vraiment simple. C'est prenez vos loyers, vous déduisez vos dépenses. Puis si c'est négatif, ça veut dire que vous payez de vos poches. Si c'est positif, ça veut dire que tous vos loyers payent toutes vos dépenses que vous avez. Profit à la vente, la façon qu'on fait ça souvent, c'est on prend la valeur de la propriété à un moment donné, donc disons 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard. On regarde le solde hypothécaire, on regarde tous les coûts d'achat que vous avez eus,
tous les frais de gestion que vous avez eus et tous les coûts de vente que vous pouvez avoir en avance. Et puis ça va vous donner une idée de votre profit. Donc, vous avez payé votre solde, vous avez récupéré votre investissement de départ et tout ce que vous avez payé en réparation et tout ça, et combien il vous reste à la fin dans vos poches, dans le fond. Et l'équité, la façon qu'on calcule ça, c'est vraiment, on regarde 80% de la valeur de la propriété à un moment donné. Donc, disons, 5 ans plus tard, votre propriété vaut X. On prend 80% de cette valeur-là et on déduit le solde hypothécaire pour savoir quelle est l'équité qui est disponible pour vous. Donc, là, vous allez vous demander, OK, mais ça a l'air compliqué de calculer tout ça à la main dans un fichier Excel ou quoi que ce soit. Donc, vous vous souvenez au début que quand j'avais dit que j'allais vous montrer un outil gratuit qui peut faciliter l'analyse des propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a bâti une calculatrice qu'on a mis sur notre site web. Et puis, ça vous permet de faire l'analyse beaucoup plus rapidement en mettant tous les chiffres que vous avez sur la propriété. Donc, ici, vous allez mettre toutes les informations que vous avez à votre disposition. Donc, le prix d'achat, le mise de fonds que vous allez mettre, le loyer, les dépenses, les taxes, les assurances, tout ça. Puis, quand vous cliquez sur Calculer, et voilà, donc vous avez une graphique qui apparaît, qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin de faire une décision éclairée. Donc, on va faire un démo sur la calculatrice dans quelques secondes, là. Mais cette calculatrice-là vous permet de faire des scénarios. Donc, vous voyez ici que si vous achetez cet immeuble-là avec ces dépenses-là et avec ces loyers-là, euh, en termes de cash flow, ce n'est pas rentable tout de suite, mais à chaque année, vous pouvez augmenter vos loyers. Right? Donc, ça veut dire ici, vous pouvez venir pour dire que vous allez augmenter les loyers de 3% par année. Et ça va avoir comme impact que à la 12e année, dans ce scénario-ci, vos, euh, vos loyers vont payer toutes les dépenses. Donc, vous allez être dans un cash flow positif à partir de la 12e année. Par contre, est-ce que, même si c'est pas, entre guillemets, rentable en termes de cash flow, il y a des profits qui se voient à partir de la 4e année quand même. Donc, disons que vous voulez garder cet immeuble-là pendant 10 ans, ben, ça se peut que vous faites 289 000 de profit si tout reste stable et puis que vous avez augmenté les revenus et tout ça. Au niveau de l'équité, dans ce scénario-ci, encore une fois, après 10 ans, ben, vous aurez 315 000 en équité. Et puis, dépendamment des banques, ça se peut que vous n'ayez pas accès à tout ce montant-là pour le mettre sur un mise de fonds, mais quand même, ça vous donne quand même une aperçu que vous aurez ce montant-là pour faire d'autres choses. Puis, parce qu'on sait qu'après 12 ans, ça va être cash flow positif anyways. Donc, si vous voulez attendre que ça soit rentable par lui-même en termes de cash flow ou à l'année 12, ben, à l'année 12, vous pouvez avoir à peu près 434 000 pour faire d'autres choses avec, sans vendre la propriété qui va se payer tout seul dans le fond après 12 ans, right? Mais si jamais vous voulez vendre, ben, ça c'est l'argent qui vous revient dans vos poches. Donc, il y a beaucoup de paramètres, il y a des champs à calcul, un champ à rentrer des informations et tout ça, puis il y a des graphiques qui vous montrent pour 25 ans qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi l'impact sur euh, euh, votre investissement dans le fond. Donc, avant de faire le démo, en fait, je voulais clôturer la présentation en disant que la recette, c'est quoi? La recette, c'est vraiment utiliser des outils qui sont disponibles à vous un peu sur l'Internet, travailler avec des courtiers immobiliers comme nous et aussi un courtier hypothécaire pour faire votre préapprobation parce que cette équipe-là de courtiers immobiliers et courtiers hypothécaires
et avec l'utilisation des outils, ben, c'est ça la recette pour bien investir, bien être conseillé, bien être guidé dans votre sélection de propriétés, dans les, dans les analyses de calcul, de rentabilité, dans tout dans le fond. Donc, c'est ça la recette selon moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder un peu comment utiliser cet outil-là. Donc, l'outil se retrouve sur notre page web. Donc, vous voyez, c'est équipebertrandgomez.ca. Donc, allez sur notre page web, allez dans l'onglet Outils et puis cliquez sur le calculateur de rentabilité des immeubles à revenus euh, pour trouver la calculatrice. Donc, ici, vous avez cette calculatrice-là avec des champs que vous devez remplir. Et puis, une fois que vous cliquez sur calculer, ben, vous allez recevoir les autres paramètres que vous pouvez jouer avec et les graphiques et tout ça. Fait qu'on va prendre un exemple d'une propriété sur Centris, par exemple, tout bêtement, pour voir comment ça fonctionne ici. Donc, ça, c'est un duplex qui est affiché à vendre là, en date d'aujourd'hui. Et puis, je vais vous montrer comment remplir le calculateur avec les données qui sont disponibles sur centris.ca. Donc, première chose, c'est le prix d'achat, donc le 729 000 qui est là. Donc, on pourrait venir la mettre ici. Ensuite de ça, ici, pour la mise de fonds, ça va calculer la mise de fonds minimum que vous avez à mettre. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la règle, vous pouvez cliquer sur le petit i, puis ça va vous donner la règle ici. Donc, étant donné que ce duplex-là, c'est plus que 500 000, il y a une portion après 500 000 qu'il faut mettre 10% de mise de fonds. Donc, de toute façon, c'est déjà calculé pour vous. Vous n'avez pas besoin de calculer ça pour vous-même. La seule chose ici qu'il faut prendre en considération, c'est que si sur Centris, vous avez trouvé un triplex ou un immeuble plus gros, donc triplex, quatreplex, cinqplex et plus, en ce moment-là, ici, vous deviez mettre 10% de mise de fonds minimum. OK? Donc ça ne le fera pas automatiquement pour vous parce que la calculatrice n'a pas de contexte si vous achetez un duplex, un triplex ou quoi que ce soit. Fait que si c'est un triplex, mettez 10% le minimum de mise de fonds. Et puis, ça, c'est dans le scénario où ce que vous êtes propriétaire occupant. OK? Mais si vous êtes investisseur, mettez ici 20% pour obtenir le montant de la mise de fonds par rapport au prix d'achat en tant qu'investisseur. Donc, dépendamment de ce que vous allez saisir ici, il y aura une assurance HHL à payer, mais ça se calcule automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'intervenir là-dessus. Pour le moment, disons que vous avez l'intention d'occuper un des logements, fait que vous allez mettre le minimum de mise de fonds. Fait que, on va laisser ça à 47 900 pour le moment pour voir qu'est-ce que ça a de l'air, les chiffres et tout ça. Les taux d'intérêt en date d'aujourd'hui, là, quand on est en bas de 20%, c'est rendu, je pense, dans les 4,2. Ça peut être moins que ça, mais je pense que c'est mieux d'être conservateur dans les calculs. Euh, donc, c'est pour ça que je vais mettre un taux de 4,2%. Sinon, vous allez vous contacter votre courtier immobilier, votre courtier hypothécaire et tout ça, puis on va vous donner les chiffres. L'amortissement, d'habitude, on le fait sur 25 ans, mais si c'est votre première propriété, il se peut que vous soyez éligible pour avoir un amortissement de 30 ans, mais pour les fins de démo, là, on va laisser ça à 25% à 25 années. Ensuite, les revenus. Donc ici, si on descend un petit peu en bas, on va voir une section qui s'appelle le revenu brut potentiel. Donc, on pourrait venir mettre 40 500 dans cette case-là. Donc ça, c'est le loyer annuel. Donc fonds, fait que ici, on pourrait venir mettre 40 500 comme loyer annuel. Puis là, vous avez vu que ça a calculé l'hypothèque automatiquement à cause du taux d'intérêt que vous avez mis et votre mise de fonds et tout ça. Fait que ça, c'est automatique. Ensuite, il y a les dépenses. Donc, dans cette fiche-là, dans cette fiche de propriété sur Centris, on a que les taxes comme dépenses. Vous pouvez soit le voir en annuel ou mensuel. Donc, pour les fins de l'exercice, on va le laisser à annuel. Donc, annuel, c'est un total de 4 420. Donc, on pourrait venir ici et mettre 4 420. Évidemment, on n'a pas les montants de l'assurance et autres dépenses là, comme déneigement et tout ça, mais c'est des choses qu'on peut peut-être estimer plus loin dans notre analyse. Là, mais disons que on laisse ça comme ça pour le moment pour voir un peu comment ça fonctionne la calculatrice. Donc, une fois que les informations sont saisies,
Avant de même aller calculer euh, toutes les mesures et tout, vous avez un aperçu en bas de quelques mesures clés. Donc, votre cash flow pour la première année, ben, vous êtes dans le négatif de 9 500 $ pour l'année, pour la première année, qui représente à peu près 800 $ par mois que vous devez payer de vos poches après avoir payé toutes les dépenses. Euh, ça, 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 ça veut dire que c'est un MRB de 18. Donc, MRB, c'est le multiplicateur de revenus bruts. Et le TGA, c'est de 4,95%. Donc, si ça ne vous dit rien, ces mesures-là, en bas de la page, vous avez une définition de ces mesures, qu'est-ce que ça veut dire ou comment l'interpréter. Fait qu'allez le lire lorsque vous aurez le temps. Et puis, si jamais vous voulez rentrer dans vos frais, donc ça veut dire que vous voulez avoir un cash flow à zéro, la calculatrice va vous dire, ben, vous deviez mettre 169 000 qui représente 23% de mise de fonds pour arriver là. Donc, si vous avez ce montant-là euh, dans votre capacité, ben, vous pouvez le mettre ici pour retrouver le cash flow à zéro. Donc, pour la fin d'exercice, on va le laisser comme ça. On va cliquer sur calculer. Et puis voilà, vous obtenez un peu le portrait de l'investissement en termes de cash flow, profit, l'équité et la liquidité si vous le vendez. Et puis, vous obtenez des paramètres ici. Donc, ça veut dire, déjà, avec ce scénario de base, on voit que vous allez être rentable en termes de cash flow à partir de l'année 9. Euh, et puis, avant ça, ben, à chaque année, vous pouvez augmenter vos loyers de 3%. Puis, à chaque année, ben, ça va diminuer qu'est-ce que vous allez payer de vos poches jusqu'à le temps que tout se paye tout seul. Si jamais vous voulez vendre la propriété dans l'année 10, euh, vous avez des chances de recevoir 337 000 dans vos poches, mais qui représente à peu près 233 000 de profit parce que il y avait une mise de fonds que vous avez mis au début. Vous avez dû payer un taxe de SCHL, vous avez dû payer un taxe de bienvenue, l'inspection, le notaire, et puis à la vente, souvent on paye une commission pour l'agent et aussi un frais pour le notaire. Donc, ça va affecter votre profit et l'argent qui reste dans vos mains à la fin de tout ça. Et au niveau d'équité, étant donné que vous n'avez pas mis 20% au départ dans ce scénario-ci, ben, vous allez avoir accès à des montants de l'équité à partir de l'année 5. Donc, si jamais vous voulez faire des rénovations, ben, l'année 5, vous allez avoir 25 000. Vous pouvez la sortir de l'équité. Donc, ça devient une marge de crédit que vous utilisez pour faire des rénovations dans votre immeuble. Et puis, comme ça, ben, vous n'utilisez pas votre propre argent pour faire ces rénovations-là. Donc, ça, c'est une autre façon de voir votre investissement. Maintenant, si ces chiffres-là ne vous parlent pas, ben, il y a plusieurs façons de voir, faire des scénarios avec cet outil-là. Donc, soit que vous dites, OK, ben, tu sais, vous êtes bon vendeur, bon vendeuse, vous êtes peut-être capable d'augmenter les revenus plus que 3%. Donc, par exemple, vous vous dites que on va être bon pour augmenter les revenus de 5% par année. Donc, si vous choisissez ça, ben, vous allez voir qu'au lieu de l'année 9, ben, vous allez être rentable à partir de l'année 6 si vous arrivez à augmenter le loyer de 5%. Donc, ça, c'est une façon de voir la chose pour le cash flow. Pour le profit, si vous dites, OK, ben, la valeur va apprécier pas de 2%, mais peut-être de 4% dans le secteur où ce que vous êtes, parce que votre courtier immobilier, c'est ça qu'il vous a dit. C'est un très bon secteur, puis ça apprécie plus que la norme normale. Donc, ça va affecter votre profit à la vente et l'argent qui vous reste à la fin. Donc, vous voyez que si ça augmente de 4%, vous allez être profitable à partir de l'année 3 versus si ça apprécie de 2%, vous allez être profitable à partir de l'année 4. Donc, ça, c'est des scénarios que vous pouvez faire. Le taxe de bienvenue, l'outil calcule automatiquement un taxe de bienvenue selon une formule, là, mais ça se peut que là, dans la ville où vous êtes, ça peut être moins que ça, fait que vous pouvez le changer ici. Ça se peut que votre inspection, ça vous a coûté 600 $ au lieu de 1000 $, fait que vous pouvez le mettre ici. Le notaire aussi, ça se peut que ça vous coûte plus cher ou moins cher. Vous pouvez le changer.
Les frais de vente, ben, vous pouvez peut-être vendre par vous-même. Donc, ça, c'est des opportunités que vous avez aussi de voir, ça serait quoi l'impact sur votre profit. Si vous négociez votre commission d'agent à 1%, 2%, 3%, jusqu'à 10%, ben, vous pouvez jouer avec ça aussi pour voir c'est quoi l'impact sur votre profit et l'argent qui vous reste à la fin. Euh, ou sinon, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire si on revient, mettons, à 3%, qui est quand même conservateur et tout, mais vous pouvez dire, ben, je vais peut-être mettre plus de mise de fonds. Moi, j'ai 10%, fait que je vais mettre 10% de mise de fonds. Puis là, vous allez voir que vous allez être profitable à partir de l'année 8 en termes de cash flow, au lieu de l'année 9, si vous mettez 10% au lieu de 5, au lieu du minimum. Puis si vous mettez 20%, à ce moment-là, vous êtes profitable à partir de l'année 3. Donc, si vous achetez en groupe, vous achetez avec votre ami, votre famille, votre cousin, ou quoi que ce soit, puis vous arrivez à mettre 20% de mise de fonds, ben, ça se rentabilise beaucoup plus rapidement avec des paramètres très conservateurs. Donc là, si jamais vous arrivez à augmenter les loyers de 5%, ben, vous allez être rentable dès la deuxième année. Mais même pour la première année, tout ce que vous payez, c'est 125 $ par mois de vos poches. Donc, c'est pas si pire comme investissement si ces chiffres-là, ça fait du sens pour vous et votre projet. Donc, en fait, cet outil-là sert vraiment de faire des scénarios d'achat et pour voir vous seriez confortable avec quel scénario et tout ça avant de passer à l'acte. Mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez analyser? OK, ben on va mettre le minimum, là, par exemple, dans ce cas-là, mais peut-être que je peux négocier le prix un peu si jamais c'est quelque chose qui est possible avec le vendeur, parce que c'est pas tous les vendeurs qui sont nécessairement négociables. Mais on peut peut-être dire, OK, ben je peux peut-être descendre à 715 000 parce qu'on est bon négociateur et tout ça. Ça représente un mise de fonds d'un peu moins. Fait que ça serait quoi l'impact? Mais ça serait forcément le même impact. C'est l'année 9 que vous êtes rentable, mais à chaque année, c'est un apport beaucoup moindre que si c'était acheté à 729 000. Donc, puis la même chose, si votre courtier dit, ben, ils ont reçu deux offres, trois offres, quatre offres, cinq offres, puis le potentiel euh, de cet immeuble-là à être vendu, c'est pas 729, mais bien 750 000, ben, à ce moment-ci, vous pouvez mettre 750 000 puis voir c'est quoi l'impact. Donc, OK, ben, nécessairement, peut-être qu'il faut que vous mettiez un peu plus de mise de fonds pour retrouver vos chiffres, par exemple. Donc, c'est vraiment une conversation de votre équipe, votre courtier hypothécaire, votre courtier immobilier, la sélection de la propriété et les paramètres d'analyse qui va vous donner un peu l'aperçu potentiel du futur là, dans cet investissement-là, mais cet outil-là, elle est disponible. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, une fois que vous avez des scénarios, ben, il y a en fait, il y a deux boutons. Soit vous pouvez créer une image. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça télécharge une image de tout ce que vous avez saisi avec les graphiques et tout ça. Donc, on pourrait le faire. Donc, si je clique sur Créer image, ça va télécharger une image dans votre ordinateur, puis ça le sauvegarde dans votre ordinateur, dans le fond, et puis vous l'avez en main. Donc, vous pouvez l'imprimer ou quoi que ce soit pour vous rappeler des chiffres que vous avez mis, là, dans le fond, pour vous rappeler de tout ça. Sinon, vous pouvez aussi copier le lien. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, ça va vous dire un lien qui était copié. Donc, comme ça, ben, ça vous permet de l'envoyer à la personne avec qui vous achetez l'immeuble ou même le communiquer à votre courtier immobilier ou courtier hypothécaire. Donc, vous pouvez envoyer ce lien-là. Donc, si je colle ce lien-là sur l'Internet, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'autre personne qui va recevoir ce lien-là, la personne va recevoir le lien vers la calculatrice avec tous les chiffres que vous aviez déjà mis euh, dans la calculatrice. Et puis, la personne peut partir
de ces chiffres-là pour faire leur propre analyse à eux euh, et puis faire les propres scénarios à eux-mêmes aussi. Puis vous pouvez avoir une conversation entre vous euh, sans être sur la calculatrice en même temps. Donc, ça c'est l'autre bouton qui vous permet de faire ça. Puis effacer, bien sûr, ça efface tout ce qui est sur la calculatrice pour que vous recommenciez de zéro. Donc, voilà. Donc, cette calculatrice-là, elle est totalement gratuite. Si vous avez des commentaires ou des questions là-dessus, vous pouvez nous appeler et puis on pourra regarder avec vous comment on peut vous répondre, bien sûr. D'autres choses que vous pouvez faire avec cette calculatrice-là, c'est déjà faire le calcul en estimant des valeurs. Donc, mettons pour l'assurance, vous pouvez mettre un 3000 $. Demandez à votre courtier là, c'est quoi les valeurs d'habitude qui se retrouvent dans ce secteur-ci. Ben, on pourra peut-être vous donner une estimation. Vous pouvez aussi budgéter des taux d'inoccupation ou des frais de gestion si jamais vous en avez pour gérer votre immeuble. Donc, vous pouvez le mettre en pourcentage. Donc, taux d'inoccupation, ça veut dire c'est le risque que l'appartement reste vide. Donc, on parle d'à peu près 2 à 3 là, comme budget que vous deviez garder de côté au cas où que le logement est vide pendant un mois ou 2 mois, quoi que ce soit. Frais de gestion, on pourrait mettre peut-être un 5%. Donc, ça va impacter votre cash flow. Mais bien sûr, ça, c'est des montants, c'est pas des vraies dépenses, c'est vraiment votre budget, dans le fond, que vous gardez de côté pour pallier à certaines autres choses. Mais au moins, ça vous donne un aperçu de combien d'argent que ça va, ça va demander pour gérer l'immeuble. Puis, même avec ces montants-là, vous voyez qu'à l'année 12, dans ce scénario-ci, euh, les loyers vont payer même ce budget-là comme dépense, dans le fond. Euh, Fait que c'est quand même intéressant de voir l'évolution du cash flow d'année en année, Euh, mais ça vous donne une bonne aperçu de qu'est-ce que vous vous embarquez dans quoi. Et puis, l'autre élément aussi à considérer, c'est que, bon, sur Centris, vous n'avez pas vraiment tout le détail des propriétés ou des chiffres nécessairement. C'est pour ça que travailler avec un courtier, comme par exemple nous, ça c'est notre vue à nous de la fiche, on a bien plus de détails. Donc, par exemple, ici, on sait que cet appartement-là est loué à 2000 $ jusqu'à mois d'avril. Puis l'autre appartement ici, c'est loué à 1479 jusqu'au 30 juin. Mais par contre, ce revenu-là, 40 500, c'est peut-être pas à jour. Parce que quand vous faites 2000 plus 1479 dans une calculatrice manuellement, là, 1479, ça vous donne 3479 par mois, fois 12. Donc, vos loyers, en réalité, c'est 41 748, donc qui est un peu mieux que 40 500. Donc, si vous travaillez avec votre courtier immobilier, ben, ça va être encore plus précis euh, pour, pour que vous puissiez mettre le vrai montant. Euh, parce que c'est déjà optimisé comme loyer dans le fond. Puis là, vous pouvez voir c'est quoi l'impact sur la rentabilité et tout ça. Donc, après ça, nous, on a accès au bail et les renouvellements qui ont été signés, toutes les factures, tous les travaux qui étaient faits, tout ça. Donc, il y a même des fois des rapports d'inspection qui sont disponibles pour démontrer l'état de l'immeuble et tout. Donc, c'est pour ça que c'est important de suivre la recette, utiliser les outils, ayez un courtier immobilier à vos côtés, puis ayez un courtier hypothécaire aussi à vos côtés pour faire votre investissement. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté ce vidéo. J'espère que ça vous a permis de bien comprendre comment bien investir dans une propriété revenue. J'espère que vous allez utiliser l'outil que je vous ai montré. S'il y a quoi que ce soit, ben, on est toujours là. On est courtier immobilier dans la grande région de Montréal. On fait beaucoup de transactions avec nos clients. On les guide dans les conseils et tout ça. On a l'habitude d'avoir des partenaires qu'on travaille avec pour référer des professionnels et tout ça. Donc, si jamais vous avez un projet d'investissement, appelez-nous, puis on va se faire un plaisir de vous supporter dans votre démarche. Donc, merci. Salut, bye.